Bon, je vais vous présenter Gatsby. Qui fait du React? Ah ouais, la majorité, les trois quarts. Installez-vous. On commence direct. Qui a déjà entendu parler de Gatsby, ou plutôt qui a déjà utilisé Gatsby? Ouais, d'accord, vous connaissez. Bon, si j'ai une connerie, vous m'arrêtez. N'hésitez pas. Voilà, alors Gatsby, c'est quoi? Gatsby, c'est un framework React qui est utilisé pour générer des sites statiques rapides. Rapide, c'est vraiment le credo de React. Ils ont fait de Gatsby, ils ont pu vraiment faire un framework axé sur la rapidité. Je vais vous expliquer comment. Avant, le web, c'était facile. Avant, on faisait un fichier HTML, on mettait du code HTML, un peu de CSS pour la déco, quelques images, et puis pour passer d'une page à l'autre, on avait des liens hypertextes. On cliquait, ça rechargeait une page, donc voilà, je ne refais pas le détail. C'était simple. Ensuite, on a eu PHP. Alors, je dis PHP, bon, il y a bien d'autres langages et frameworks, mais PHP, c'est ce qui a rendu vraiment la chose populaire. Ça a permis de faire des tables avec des portions qu'on peut réutiliser, avec du contenu qui change en fonction de l'environnement, en fonction des requêtes. On a pu facilement brancher à une base de données. C'est un peu la deuxième version du web. On a pu faire des choses un peu plus sympas, un peu plus interactives. Mais rapidement, on s'est rendu compte quand même, enfin, ça existe encore aujourd'hui, hein, WordPress c'est quand même 20-30% du web, je crois. Mais ça a des inconvénients, c'est des applications d'un seul bloc qui mélangent tout. On a voilà, le code serveur mélangé avec... Enfin, dans le code serveur, déjà, il y a les appels à la base de données, ça contient aussi le code métier, ça contient aussi les templates qui vont générer le code client, qui contient le HTML, CSS. Bon, alors il y a des outils pour améliorer ça, bien sûr, hein, faire du Symfony, etc. Mais ça reste quand même un serveur qui gère tout et qui, du coup, est vulnérable potentiellement à des attaques, que ce soit du denial of service ou juste des attaques par injection ou ce que vous voulez, voilà, il y a plein d'attaques possibles. Et surtout, si vous commencez à avoir beaucoup de succès, vous devez faire quelque chose pour gérer la montée en charge, puisque vous êtes sur un serveur dédié, mutualisé. Si d'un coup il y a plein de requêtes, vous devez mettre un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième serveur, faire du load balancing devant, mettre ça en place, c'est assez complexe, enfin, c'est un métier quoi. Donc ça, c'est pas forcément facile à gérer. Plus récemment, on a eu les SPA, donc Single Page Application. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en React quand on lance un Create React App. C'est une application web JavaScript 100% JavaScript, 100% côté client. Donc le visiteur arrive, on charge le morceau de JavaScript React, et une fois qu'il est chargé, il prend la main et il gère voilà, le contenu, l'interactivité, mais aussi la navigation d'une page à l'autre avec l'API HTML historique, tout ça. Tout est géré en JavaScript. Ça permet aussi de séparer cette application client du serveur. Donc, si on veut accéder à des données, à des informations du serveur, on passe par des API, on découpe les deux, donc ça c'est l'avantage. Donc on gagne en sécurité. Et puis surtout, tous ces fichiers JavaScript, et puis la coquille HTML, et puis un peu le CSS, on peut mettre ça sur un CDN. Donc ça permet de gagner en scalabilité. Ok, ça c'est pas mal. Mais il y a encore des défauts. Déjà le référencement, même si on ne sait pas exactement comment fonctionne Google, on a quand même des choses qu'on sait, c'est que déjà quand une page change dans un SPA, il faut compter à peu près 2 semaines environ avant qu'elle soit prise en compte par Google, parce qu'il envoie un robot spécial qui va lire le JavaScript. Et en théorie, il va lire aussi bien JavaScript qu'une page statique HTML, mais on n'est pas sûr non plus. Le référencement en pratique est un peu mieux sur une page statique. La deuxième chose, c'est que quand on arrive sur le SPA, au début, il faut qu'il charge le JavaScript. Donc en attendant, on met une petite roue de chargement, ou alors peut-être à la rigueur un titre ou quelque chose, mais on n'a rien au début pour commencer à lire. Si on est sur une connexion un peu lente, ça peut être gênant, ça peut jouer sur l'ergonomie, sur le marketing, des choses comme ça. Et enfin, plus d'un point de vue technique, on a un point d'entrée, c'est-à-dire que quel que soit l'URL qu'on appelle, on va avoir un bundle JavaScript qui est chargé pour tout le site. Alors, bien sûr, on peut faire du code splitting assez facilement maintenant, Webpack, tout ça, et avec d'autres frameworks, mais ça reste quand même un truc à mettre en place, c'est pas out of the box. Du coup, aujourd'hui, on a les hybrides, ce qu'on appelle les hybrides. Donc c'est ce qu'on appelle des générateurs de pages statiques. Des pages statiques, c'est qu'on les pré-génère à l'étape de build, à l'étape où on va builder le site, donc souvent avec un système d'intégration continue, ou alors quand on est en développement sur l'ordinateur, on va builder le site, donc, et chaque page aura son fichier d'entrée, donc son fichier HTML, son point d'entrée JavaScript, éventuellement le point de départ CSS, etc.
Et le tout est généré avec un framework qui va chercher les données sources pour générer ce site. Si par exemple vous avez un blog, vous voulez gérer un blog statique, bon, bah, vous ajoutez un article, l'article ça peut être dans une base de données ou dans un fichier Markdown, et ben, si vous ajoutez un nouvel article, il faut régénérer le site, parce que ces pages elles sont statiques, c'est juste du HTML qui existe à une adresse vraiment sur le serveur. Et bon, comme un SPA, ah oui. Et en fait ce contenu, c'est toute la beauté du site statique, c'est que quand on arrive sur la page, directement comme elle a été pré-générée, on voit le contenu, on a le texte, les images et tout. Et quand on commence à lire le contenu, en parallèle, comme la page a été chargée, elle va charger le bundle JavaScript, et encore, elle va charger juste son point d'entrée dans la page, donc c'est optimisé. Et elle va prendre la main sur la navigation classique des liens. C'est-à-dire que de manière transparente, on commence à lire la page, le JavaScript, donc React, puisque là on parle de React, va ce qu'on appelle hydrater l'arbre du DOM. Donc l'arbre du DOM qui est pré-généré par la page HTML, il va être hydraté, et React va prendre la main sur cet arbre. Il faut s'assurer du coup que ce soit ISO entre la génération et le code React, mais il va prendre la main, et du coup si on attend une demi-seconde maximum, une seconde, quand on va continuer à utiliser le site, qu'on va cliquer sur des choses, ça va être interactif parce que ça va être un peu comme un SPA. Sauf que notre SPA, on l'aura de manière transparente par-dessus une page statique. C'est pour ça que j'appelle ça un truc hybride. Ça permet aussi d'avoir des pages qui fonctionnent même sans JavaScript, puisque ces pages, comme elles sont pré-générées et que c'est du HTML, bah, si on a par exemple un lecteur, si c'est de l'accessibilité par exemple, ou si on a juste désactivé JavaScript parce qu'on est un peu parano, bah, voilà. Notre page elle est utilisable, les liens sont des vrais liens, on peut cliquer dessus, donc on a vraiment une page HTML, CSS même, qui est fonctionnelle. Alors bien sûr, des fois il y a des petites fioritures qui ne marcheront pas parce qu'on les a fait que en JavaScript, mais le plus important est là. Le référencement sera bien sûr amélioré. Et aussi, on peut, même si on génère ces pages, parce que par exemple un article de blog, il a une URL qui est calculée à l'avance, ou alors une page, je sais pas, à propos, elle existe et tout, on peut quand même en plus avoir des pages qui sont que côté client. Imaginez un panier d'achat, forcément on ne va pas générer à l'avance le contenu du panier, ça dépend de l'achat et tout ça. Donc on va générer la coquille de la page par exemple, ou même pas générer la page du tout, et on va dire à React, si on utilise Gatsby, dans le framework Gatsby, on va lui dire voilà, telle URL, elle correspond à tel template, et dans le code React, on va faire notre mécanique habituelle comme dans un SPA, quoi. Donc on peut faire les deux. Le SSR, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui connaît le SSR? Service Rendering. Ouais, tout le monde, avec des professionnels. Vous allez me dire, mais le SSR il fait déjà tout ça? Oui et non, parce que le SSR, alors ça a le même résultat pour le client, c'est-à-dire qu'il a effectivement une page directement rendue en HTML, et puis avec le React qui prend la main et qui rend la page interactive, tout ça. Mais les requêtes, elles partent sur un serveur node, un serveur dédié ou un cluster, ce que vous voulez. Il y a quand même un serveur qui, en fonction de la requête, va faire appel à React côté serveur, donc React SSR, pour générer le HTML à la demande, à la requête. Alors on peut mettre du cache et tout, mais on revient au problème équivalent à PHP, où bah, c'est pas forcément scalable. En plus, le SSR, ça peut être un peu coûteux des fois. Donc c'est bien quand on a les ressources et qu'on a des DevOps qui peuvent faire ça, les sysadmins et tout, mais c'est pas forcément toujours possible, quoi. Le SSR, c'est avec un serveur. Là, on parle de fichiers statiques, donc pas de serveur. Donc un générateur, il va vraiment générer des fichiers HTML, de CSS, JavaScript, bon, c'est un peu déjà dit, mais... voilà, on peut les mettre sur un CDN. Donc le CDN, vous connaissez tous, ça permet d'avoir des fichiers qui sont au plus près de l'utilisateur. Donc quand on fait une requête tournée en France, on va avoir un serveur français ou peut-être allemand qui va nous servir le fichier, donc ça va être plus rapide. Et puis le visiteur qui est aux États-Unis va avoir un fichier sur un serveur américain. C'est des fichiers statiques, donc le CDN, il n'y a pas grand-chose à configurer. Voilà, ça permet d'améliorer la rapidité de chargement du site. C'est scalable puisque en plus les CDN, c'est des services qui en général proposent directement une scalabilité automatique. Et souvent, quand il n'y a pas des grosses quantités de données, c'est gratuit. Et puis après, ça monte pas très vite. Donc ça permet rapidement d'avoir des sites qui peuvent monter en charge sans avoir rien à faire, et en payant quasiment rien. Et puis bah, la sécurité, encore une fois, puisque là on est sur du statique avec un CDN, il n'y a pas de problème. Et oui, alors, c'est bien, mais si mon site change souvent, imaginez vous avez un blog. Vous voulez poster un nouvel article. Comment on met à jour le site puisqu'il est généré statiquement, qu'il est sur un CDN et qu'il n'y a pas d'appel à une base de données? Bah, il faut le régénérer. Si vous postez un article par semaine, ça va. Vous mettez à jour votre source de données, donc ça peut être votre fichier Markdown, votre base de données, puis vous appuyez sur le bouton Build, ou alors vous faites un hook pour le faire automatiquement, mais voilà, il faut régénérer le site. C'est bien quand le site ne change pas trop souvent. S'il y a des parties du site qui changent plus souvent,
ou qui dépendent vraiment de l'utilisateur, bah, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être quand même des parties qui font encore appel à des API clients. Parce que même si on est sur une génération statique, on arrive quand même dans une application React et on peut encore faire usage d'un petit fetch de toutes les API JavaScript qu'on peut utiliser en React habituellement. Donc on peut avoir une page qui soit générée statiquement, sauf par exemple au milieu, je ne sais pas, la carte qui affiche où est l'utilisateur, et ben ça va être géré au chargement de la page. Donc en JavaScript, ça peut faire appel à des API. Côté client, voilà. Si votre contenu est vraiment complètement dynamique et dépend des requêtes, bon bah là, vaut mieux peut-être faire du SSR. Donc c'est pas adapté forcément à tous les cas. Enfin, si vous avez un site qui, back-office, moi j'ai mis back-office, c'est parce que dans toutes les choses qui sont vraiment métier, qui n'ont pas besoin de référencement, qui n'ont pas besoin d'être super instantanément affichés pour le marketing et pour le référencement, tout ça, bah là vous pouvez rester sur du SPA classique. Donc en React, on a Create App, mais il y a plein d'autres frameworks pour faire du SPA. Il n'y a pas besoin de configurer un Gatsby si vous n'avez pas besoin de pré-générer les pages, d'avoir un bon référencement et d'avoir une bonne expérience utilisateur. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la Jamstack. La Jamstack, c'est un ensemble de bonnes pratiques. JavaScript pour le côté interactif, donc là dans notre cas c'est React pour l'interactivité de la page, des API pour découpler tout ça et faire appel à des API pour utiliser des services externes ou des données externes, et Markup parce que notre page, que ce soit le JSX qui va définir la page ou les fichiers Markdown pour gérer la page, c'est défini dans des fichiers, voilà, on définit le contenu avec le Markup. Donc je vous ai mis quelques liens, je vous enverrai l'adresse des slides, vous pourrez aller voir, ça explique assez bien. Donc pourquoi Gatsby? Parce qu'il y a d'autres frameworks. Gatsby c'est quand même un framework assez populaire, là j'ai mis 42 000 étoiles. Ça monte assez vite, il y a une communauté qui est très vivante, c'est assez vivant, ça bouge beaucoup. Il y a une V3 qui va sortir bientôt en plus. En plus de ça, c'est un framework qui est axé sur la rapidité, donc il a un cœur assez concentré sur vraiment les bases du développement moderne React, mais sans fioriture. Et après, il y a toute une modularité avec un annuaire de plugins pour compléter, si on n'a pas envie de réinventer la roue. Il y a plein de plugins qui sont disponibles. Et bien sûr, on est sur du React, donc forcément, pas sur de l'Angular, donc c'est forcément vachement mieux. Les concurrents. Alors j'ai mis React Static qui est un bon framework mais qui est quand même moins populaire, donc voilà, il y a eu moins de traction, ça marche bien mais c'est quand même un truc moins connu. Sinon il y a Next.js, je vous l'ai mis là parce qu'à la base c'est un framework qui fait plus pour faire du SSR, donc voilà, on va l'installer sur un serveur Node et tout. Mais depuis quelques temps il supporte aussi la génération statique et là ils veulent en faire vraiment un truc important dans le framework Next et du coup ça va vraiment devenir prédominant dans les mois à venir, la génération statique via Next.js, donc au même titre que Gatsby. Pour l'instant, il ne fait pas autant de choses que Gatsby, mais il y a moyen que ce soit le gros concurrent, donc à surveiller, je pense que ça peut être très intéressant. Ah. Ça marche plus? C'est fait. Ah, j'ai plus internet. Super. Attendez. Pourtant j'ai le wifi, mais je sais pas. Et donc avec les WA, ça marche en offline. Alors, j'avais encore des slides, hein, mais... c'est non, en fait. Ça a été généré avec Gatsby, c'est ça le site? Ah, mais c'est Chrome qui a planté, c'est Chrome qui a planté. Super. C'est plus ce que c'était. Quand on arrive à revenir à la page de haut. C'est pitié. Ouais, c'est vrai. Tu bluffes. C'est clair. Ah non, oui. Qu'est-ce qui se passe? Non mais franchement, ça se quoi? Parce que c'est un mec. Bon, cette présentation que vous avez vue, elle est faite en Gatsby. Donc on va lancer en local. Donc comme ça, vous pouvez voir Gatsby fonctionner en live, c'est magnifique. Donc je lance le mode développe qui va aller chercher les données. Donc là, c'est des fichiers Markdown simples. Et
puis il génère une version locale avec du hot reload et tout. Bah voilà, on a besoin d'internet. On va aller directement à la slide, je sais plus combien, 27 je crois. Ah non, presque. Voilà. Il était presque. Vous avez rien vu, hein? Alors, on fera un montage. Donc Gatsby a des particularités par rapport à d'autres frameworks. Donc il vient directement avec des outils pour être tout de suite efficace et avoir un site optimisé en fait, dès le début. Out of the box, on a en mode production un site qui est fait pour le web d'aujourd'hui. En mode développement, on a le rechargement à chaud qui est intégré. Et puis pour le développement et la production, toute la config Babel et Webpack, elle est déjà faite, elle est déjà aux petits oignons. On peut quand même la personnaliser si on a envie. La navigation, pareil, donc avec le code splitting par point d'entrée, par URL et tout. Le système de routage avec voilà, un système de routage optimisé pour que ça soit plus rapide, je vous explique après. Les liens. Tu peux grossir un peu. Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est bon? J'ai pas compris l'écran. Et après, pour le reste, comme je vous disais, on a un univers de plugins avec des plugins officiels pour les choses classiques, des choses que tout le monde utilise, mais qu'on n'a pas forcément envie tout le temps d'embarquer. Et tout un tas de plugins Gatsby communautaires, tout le monde peut contribuer, voilà, il y a un bel annuaire, je vous laisserai aller voir ça. Et puis comme on est sur du React, JavaScript classique, qu'on utilise bien en NPM, on a accès à toute la bibliothèque NPM. Et après, si on veut faire du custom et qu'on veut voilà, gérer la génération de ces pages-là, créer des pages dynamiquement, tout ça, on a toute une API fournie par Gatsby pour faire l'interface avec le SSR et la génération statique. Je laisserai mes collègues détailler tout ça après. Alors les données, je fais un petit aparté, c'est qu'en fait l'idée de la génération statique dans Gatsby, c'est que au début du build, donc qu'on soit en mode développement ou en mode production, au début du build, on va regrouper toutes les données sources dans une sorte de store local. Donc si nos données viennent de fichiers Markdown et puis d'une API, d'une base de données, on va regrouper tout ça dans un store commun sur lequel on peut appliquer quelques transformers via des plugins transformers et puis des plugins sources pour aller chercher des informations dans les services. Et pour accéder à toutes ces données-là, au moment de, voilà, dans la construction des pages, on utilise GraphQL. GraphQL, bon, qui a déjà fait du GraphQL? À la présentation après. GraphQL, bon, ça peut faire un peu peur au début, mais en fait, l'avantage ici, c'est que bon, déjà, c'est assez puissant, on peut faire des requêtes complexes, lier des données entre elles et tout. Puis avoir directement des objets, voilà, vous connaissez GraphQL, l'objet qui contient tel objet, juste ce qu'on a besoin. Et surtout, comme ça va être généré statiquement au moment du build, dans chaque page ou dans chaque composant qui utilise une requête GraphQL, ça va être remplacé juste par les données nécessaires. C'est-à-dire que si dans notre requête GraphQL on appelle 3 champs, et ben l'objet JSON derrière, il a juste ces 3 champs-là, il n'a pas tout le reste. On n'a pas besoin de... Parce que si on importe un JSON et qu'on n'utilise pas des champs, ben, c'est pas forcément utilisé. Donc là, c'est vraiment pas mal pour le côté léger, rapide. Et puis on a GraphQL qui est intégré directement dans Gatsby, donc là c'est quand même pratique si vous connaissez. Après, il y a Gatsby Link qui permet de faire des liens intelligents. Donc l'idée, c'est que quand on s'approche du lien, il va précharger la page du lien approché, il va précharger son bundle. Donc quand on va cliquer dessus, ça va être instantané. Donc ça, c'est des petites finitions sympas. Et le routage est géré par Rich Router, qui va être bientôt un peu comme React Router, si vous connaissez, ça va fusionner. Il y a Gatsby Image qui est un peu le module qui a rendu Gatsby populaire, c'est que ça fait des images un peu comme dans Medium, donc qui vont se charger d'abord avec un placeholder, donc une petite image étirée pour avoir un design qui n'est pas cassé. Et quand l'image va être dans le viewport, quand on va arriver devant l'image, elle va être chargée en JavaScript avec un petit effet de transition, et en plus ça va charger la bonne image par rapport à la device, puisque au niveau du build, Gatsby va générer plusieurs tailles d'images. Donc le système va aller chercher l'image qui correspond et non pas une grosse image si on est sur un smartphone. Donc tout ça c'est automatique, ça permet d'avoir des images optimisées en quelques lignes de code. Donc on revient au PWA. Donc avec quelques lignes en plus, on peut directement avoir une progressive web app fonctionnelle. On ajoute un manifeste pour avoir le fameux manifeste d'une PWA. Et on a un plugin offline qui nous génère un service worker prêt à l'emploi qu'on peut customiser comme on veut. Et du coup, on a une PWA très facilement. Et en plus, c'est vraiment une vraie PWA parce que voilà, nos fichiers sont tous pré-générés. C'est magnifique. J'ai essayé de chercher des faiblesses. Non, quand même, il y a des trucs. Moi, j'aime beaucoup TypeScript.
prochain meetup, TypeScript, petite pub. GraphQL, vous connaissez, il y a quand même des objets qu'on crée au début, donc qui ont un type, voilà, qui ont des champs, qui ont des enfants et tout. Dans Gatsby, ces types d'objets sont créés dynamiquement en fonction du contenu. Si vous envoyez des objets qui ont un champ de description, il va déterminer qu'il y a un champ de description. Et comme on est quand même sur un langage qui est pas... on ne peut pas relier les types... si on a des interfaces dans notre code en TypeScript, on ne peut pas directement avoir les mêmes interfaces en GraphQL et faire communiquer les interfaces. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient aussi dans notre requête GraphQL. On oublie un champ. Même si on dit en sortie, ce sera tel type TypeScript, le générateur il ne sait pas qu'on a oublié un champ, il ne va pas nous le dire, il ne fait pas le lien entre les deux. Ça, c'est un peu l'inconvénient. La documentation qui est des fois un peu critiquée, même si c'est quand même pas trop mal. Il n'y a pas de build incrémentaux, donc si on génère un gros site et qu'on change juste une page, et on veut le republier, on le régénère en entier. Et GraphQL, bon, ça c'est à discuter, mais il y en a qui trouvent que c'est un peu too much. Mais heureusement. Dans la version 3, il prévoit d'ajouter justement les builds incrémentaux et un meilleur support de GraphQL un peu plus configurable, c'est-à-dire que les requêtes GraphQL, aujourd'hui, on ne peut pas y mettre des paramètres JavaScript externes à la requête en elle-même. Enfin, on peut mettre des paramètres qui sont liés à Gatsby, mais on ne peut pas mettre n'importe quel paramètre, voilà, parce que c'est comme c'est statique, c'est remplacé par un objet. Actuellement, on ne peut pas. Mais là, je vous ai mis un lien, vous pourrez aller voir. Bientôt, on va pouvoir faire des requêtes un peu plus intelligentes. Et du coup, on pourra avoir des composants, par exemple Gatsby Image, qui prennent directement le nom de fichier, et ça sera un paramètre de la requête Gatsby, et on n'aura pas tout ce système un peu lourd de requêtes statiques pour les images. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur le... Non, vous avez rien compris? Je fais un rapide retour de mes propres expériences. Leviking.com, j'ai choisi Gatsby parce que voilà, il y a des moments où il y a des gros pics de trafic, donc on ne sait pas trop à l'avance, c'est pas forcément facile de savoir si on devait configurer un load balancer ou autre. Le contenu ne change pas tous les jours, ils vont modifier, ils vont rajouter un concert, modifier un autre concert, hop, ils vont faire 2-3 modifs, après hop, ils publient, c'est pas toutes les 5 minutes, donc c'est pas un contenu qui change trop souvent. Ils avaient besoin d'un référencement au top. Et ils avaient un back-office custom qui avait une API qu'ils voulaient laisser à part, donc ça permettait de bien découpler les deux. Ils gardent leur back-office pour l'instant, on est branché. Et en fait, je me branche dessus avec Gatsby Node, je vais faire ma requête d'API, je remplis le store avec ces données-là, et j'ai mon Gatsby. Le jour où on veut changer de back-office, il y a juste à changer ce lien, en fait, ce branchement. Donc il y a eu des petites difficultés. Comme il y a beaucoup, le Bikini, ils ont peut-être 6000 événements quand on compte tous les événements passés, et l'idée c'était de les garder quand même accessibles pour les nostalgiques et tout. Et avec Gatsby, ça mettait à peu près entre 10 et 15 minutes de régénérer tout le site. Et je me suis dit que c'était pas forcément utile d'avoir les événements passés qui soient optimisés pour le référencement, le chargement instantané. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous les événements passés, il y a une URL dynamique, un match pass, c'est-à-dire comme dans React Router, vous dites ça match année, mois, jour, slug, et là ça affiche une page qui est juste une coquille et qui va aller charger les données à la demande. Donc les événements futurs, ils sont statiques, ils sont pré-générés, donc c'est nickel. Les événements passés, ils sont dynamiques, du coup je ne génère pas les événements passés, du coup on retombe à 3-4 minutes de build, et ça c'est pas mal. Je vous parlais tout à l'heure des types dans Gatsby, dans GraphQL, ils sont inférés en fonction de ce qu'on lui donne comme source de données. Donc tant qu'on n'utilise pas l'API créative de Gatsby, si par exemple on a un champ dans notre code qu'on utilise, par exemple un champ de description, et puis un jour on va builder le site et il n'y a aucun objet qui contient un champ de description, et du coup il ne va pas créer le champ dans le type GraphQL et ça va planter. Donc c'est des petits détails comme ça. Mais bon, il suffit de le savoir une fois. Et, voilà. Et puis après, même si c'est pas du SSR, c'est quand même l'API SSR qui va builder le site statiquement et qui ensuite va s'exécuter côté client. Il faut que l'arbre du DOM matche à peu près, c'est-à-dire que React sache où se brancher dans les nœuds. Si on rajoute un nœud qui a le même ID que côté serveur mais qui ne contient pas le même contenu, des fois il peut y avoir des choses qui déconnent, donc il faut faire attention à ça. Si vous voulez, je vous rentrerai dans les détails à l'apéro. Mais un autre site que j'ai fait, donc là c'est un petit site de e-commerce, vous irez voir chez vous si vous voulez, mais je passe vite. L'idée c'est que c'est juste des produits qui s'affichent, qui ne changent pas souvent, et donc je lui ai mis en place un petit back-office en SaaS, Contentful si vous connaissez, qui permet de gérer les produits, qui permet de republier directement dans Contentful via un hook.
Et on met tout ça sur Netlify. J'ai fait des fonctions serverless pour le paiement. Ça permet d'avoir du full no backend serverless avec Gatsby et tout gratuit, quoi. Et ça fait un site qui est super référencé, qui est rapide. Voilà. Ça permet d'avoir vraiment rapidement un site efficace. Et puis du coup, ouais, les pages, par exemple, panier, paiement, tout ça, elles sont dynamiques. Donc là c'est juste une coquille, ça pose pas de soucis. C'est un peu pareil, l'atelier, donc le back-office en SaaS, Netlify, formulaire de contact en serverless. Liberty Rider, je ne sais pas si vous connaissez, c'est toulousain. Donc là, ils avaient besoin d'un site vitrine béton super référencé, puis c'est des pages assez longues avec plein d'images et tout. Donc là, Gatsby c'était parfaitement adapté, hein, avec Gatsby Images, ils avaient des images super optimisées pour les petits écrans, les grands écrans. Il y avait l'interactivité dans la page, mais qui était quand même chargée super vite. Comme ça, c'était nickel. Puis le référencement. Et voilà. C'est tout. Je vais laisser parler Nicolas. Pour une question éventuellement. Ah oui, si vous voulez me poser des questions. Non, c'est bon, d'accord. Non, je ne sais pas si vous avez des questions. Je touche pas à la plaque, elle coûte trop cher. Vas-y. Pour le bikini, là, tu dis que tu as fait quelque chose pour régénérer que les pages qui avaient changé, pour vider, ou pour diminuer la longueur du build. En fait, ouais, pour diminuer le temps de build, je ne génère pas statiquement les pages des événements passés, enfin, qui seront plus d'une semaine en vrai. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je génère les pages, donc vraiment les fichiers HTML, CSS de chaque page, que pour les événements futurs, donc j'en ai, je sais pas, peut-être une centaine à générer, plus les autres pages, infos, etc. Et pas les événements passés. Mais dans Gatsby, dans Rich Router, on peut lui dire telle page elle correspond à telle URL de routage, et ces URL de routage elles peuvent être dynamiques. Au lieu de mettre un truc fixe, genre slash, machin truc, on peut dire slash, moi j'ai mis, c'est pas étoile, mais c'est 2 points, enfin c'est des paramètres, donc année, mois, jour, slug. Donc en gros, quand une page elle match cette URL, mais qu'elle n'existe pas sur le serveur sous forme de fichier statique, et ben elle va taper sur cette coquille vide qui va charger la page côté client. En fait. Du coup, il n'y en a qu'une seule de cette page-là, et pour 5000 événements, quoi. Donc elles ne s'affichent pas aussi vite que les pages futures, mais on y accède rarement et en général ça suffit, quoi. Et ça permet de couper le build. Le SEO est même bon pour... Le SEO sera un peu moins bon pour les événements passés, mais en même temps c'est pas grave non plus, puisque les événements passés, ils sont passés. Ça répond à ta question? Ouais, ça m'intéresse. Si tu veux, je te reparlerai après.